Chers internautes, bonjour. Perte de poids, troubles alimentaires, comment intervient l'hypnose sur ce type de problématique? Alors tout d'abord, il faut savoir déterminer lors d'une séance d'hypnose les causes de ces problématiques. Je vais vous parler donc d'exemples concrets aujourd'hui parce qu'il n'y a rien de plus parlant que d'exemples concrets, ce qui va pouvoir en effet à vous avoir la possibilité déjà par vous-même de pouvoir identifier les raisons réelles pour lesquelles soit vous n'arrivez pas à perdre de poids, soit malgré tous les essais que vous avez eu faits, c'est un échec total. Et aujourd'hui, concrètement, quels sont les outils, quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour pouvoir arriver à votre résultat final. Alors l'hypnose thérapeutique, l'hypnose ericksonienne, la méthode que je travaille plus particulièrement, va intervenir sur quoi? Déjà, dans le premier temps, il y a, lors donc, du premier rendez-vous, un diagnostic. Car vous le savez comme moi, si on part de façon superficiellement sur un sujet qui est la perte de poids, vous pensez bien que votre perte de poids à vous, par rapport à une perte de poids donc de quelqu'un d'autre, sera donc complètement différent. Votre objectif n'est pas forcément le même que votre voisin ou votre voisine. Donc on va déjà, lors de cette séance d'hypnose, on va identifier avec un questionnaire donc spécifique quel est déjà votre poids taille, quel est votre poids de forme. Je ne parle pas de votre poids mannequin, car il faut prendre plusieurs choses en considération. Votre âge, comment vous vous sentez donc dans votre corps avec votre poids, si vous êtes trop maigre ou si vous êtes trop gros, vos problèmes de santé s'il y a, diabète, cholestérol, essoufflement, etc. Donc il faut identifier tout cela, mais également quel est ce que vous avez déjà mis en place auparavant, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, depuis combien de temps vous avez ces problèmes de poids, yo-yo. Est-ce qu'il y a également, on va aller un petit peu plus loin et je vous invite à y réfléchir, est-ce qu'il y a des antécédents familiaux et quels étaient vos comportements alimentaires lorsque vous étiez enfant, adolescent. Alors même si tout ça vous paraît un petit peu bizarre, entre guillemets, les incidences de vos comportements alimentaires en tant qu'adulte peut être ni plus ni moins le reflet et le fil conducteur de la manière dont vous avez été éduqué par rapport à l'alimentation. Et je vais en revenir par rapport à des exemples concrets qu'on ancre en nous, qu'on intègre en nous dans notre mémoire d'enfant, qui fera et qui fait ce que nous sommes, ce que nous sommes devenus aujourd'hui par rapport à nos comportements alimentaires. Au-delà de l'aspect de santé, il y a aussi donc ce regard qu'on a sur soi, l'image que l'on a sur soi par rapport à l'image que l'on souhaite véhiculer en société. Mais il y a surtout et avant tout, comment on se sent nous, le regard que nous avons par rapport à nous-mêmes lorsqu'on a un poids de forme. Poids de forme, ce n'est rien à voir avec l'indice masse corporelle par rapport au phénomène poids-taille du poids idéal. Vous êtes bien d'accord qu'une personne qui fait 1m76 et qui fait 80, on va dire 96 kg, du jour au lendemain, vouloir avoir une taille mannequin à 50 kg, c'est un leurre total. Donc il faut savoir être dans une décision de perte de poids, il faut être ambitieux, certes, mais il faut savoir être réaliste. Dans le sens où vous avez le poids des os, vous avez le poids musculaire, donc qui n'a rien à voir d'une personne à une autre. Donc, d'une part. D'autre part, vous avez également le phénomène de l'âge. Vous pensez bien que le poids de la masse musculaire
l'ossature, l'activité que vous faites, l'activité physique que vous faites ou pas, si vous êtes sédentaire ou pas, aura également donc une incidence sur le poids global. Donc l'idée donc en effet de l'hypnose, c'est d'identifier en effet votre terrain, la cartographie de votre monde, comment vous vivez, ce que vous faites comme activité, comment vous vous alimentez, à quelle fréquence vous vous alimentez, est-ce que vous mangez par envie, est-ce que vous mangez par faim, est-ce que vous êtes gourmande plutôt que gourmet, est-ce que vous êtes plutôt sucré, salé ou les deux, est-ce que vous mangez pour vous remplir, est-ce que également c'est dans des périodes où vous êtes stressé, où vous vous ennuyez, où vous êtes mélancolique, c'est-à-dire un état émotionnel chargé vous amène à combler par quelque chose de doux, quelque chose d'agréable. Pourquoi aujourd'hui on mange trop ou on mange mal? Alors déjà, il y a cette solution donc de facilité sur du food, sur des plats préparés. Vous le savez comme moi, c'est plein de sel, c'est plein de sucre et notre corps n'en a pas besoin. Chaque aliment que nous ingérons naturellement contient naturellement du sel et du sucre, donc il n'est pas forcément nécessaire d'en rajouter. Pourquoi on se gave également du sucre? Eh bien, tout simplement, c'est une question de récompense. Le cerveau a besoin d'énergie et a besoin de récompense. Et lorsque vous êtes frustré, lorsque vous vous ennuyez, lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes triste, contrarié, eh bien, vous allez chercher donc de la récompense. Au même titre qu'un sportif va générer donc de la dopamine en allant courir un certain nombre de kilomètres, voire un certain nombre d'heures dans la journée, ça va lui donner donc son petit shoot, sa dose de bonheur. Au même titre que vous, vous allez donc adoucir ces mœurs en vous alimentant, en vous récompensant, ni plus ni moins. Et le sucre devient justement une espèce de facilité. Dans les tiroirs du bureau, à la maison, on ouvre les placards, on achète des gâteaux, on achète des sucreries. Et dès qu'on a un petit coup de mou, hop, on mange un sucre. Et un deuxième, et un troisième. Pour vous faire un petit peu un parallèle par rapport au sucre, cette espèce de poudre blanche, comme ça, qui paraît très édulcorée, est agréable, à un moment donné devient complètement addictif. Et aussi addictif que cette petite poudre, vous savez, un peu, entre guillemets, cette cocaïne de sucre. Pourquoi? Parce que lorsque vous mangez un gâteau, lorsque vous mangez une sucrerie, vous êtes, on va dire, non pas repu, mais vous avez eu votre petite récompense. Vous savez, un peu comme les fumeurs, quand ils prennent une cigarette, ils ont la récompense de la nicotine, ils ont cette espèce de petit shoot. Mais après, à un moment donné, ça ne suffit plus. Là-haut, on va vous réclamer encore un deuxième petit sucre, le deuxième petit shoot. Ah, ça fait du bien. Et un troisième et un quatrième. Et c'est comme ça que vous devenez addict au sucre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il est très facile, contrairement à ce que vous puissiez penser, de se détacher, de se détourner de la malbouffe, de se détacher également des facilités, de se détacher du sucre. L'avantage de l'hypnose, c'est qu'on va travailler sur un état modifié de conscience. C'est-à-dire qu'après avoir identifié la cartographie de vos habitudes alimentaires, les raisons et déterminer l'état émotionnel dans lequel vous êtes à ce moment-là, ça va être relativement facile de pouvoir trouver donc les outils et les suggestions positives adaptées pour créer de nouvelles habitudes et des transformations. Alors, il est bien évident qu'une personne qui arrive avec un état émotionnel chargé, et là, je vais arriver justement à un exemple concret. Vous arrivez avec un état émotionnel chargé, vous êtes triste, dans un état de séparation, vous avez perdu votre travail, vous avez perdu un être cher, dans lequel vous n'avez pas fait votre deuil, en tout cas, vous n'avez pas fait le travail nécessaire du deuil, et que vous vous refusez finalement à être bien, à être heureux.
Ok. Vous êtes dans un état donc d'isolement interne. Eh bien, vous allez être forcément frustré à un moment donné. Quoi qu'il en soit, le corps aura besoin à un moment donné, cette espèce d'instinct donc de survie, d'aller chercher donc de la récompense. Donc la récompense par le sucre, ça peut être par l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être toute autre chose, puisque une addiction, c'est une addiction. Et en fait, vous vous rendez compte que tant que le deuil n'a pas été traité, le seuil émotionnel sur la tristesse d'avoir perdu l'être cher, le sentiment d'injustice, d'impuissance par rapport à ce qui a pu se passer. Quand je parle d'un deuil, je parle également donc de séparation, puisque un deuil c'est également lié donc à toute forme donc de séparation. C'est l'arrêt donc de quelque chose. Les sentiments de colère, de frustration, d'injustice, peur de recommencer, peur de rencontrer quelqu'un, peur de ne pas y arriver, peur d'être déçu, peur de souffrir à nouveau, peur. Voilà, peur. En gros, les peurs, c'est quand même assez général. Après, elles se précisent au fur et à mesure des séances. Si on ne traite pas le seuil émotionnel de tout ce qui est les tristesses, les colères, les peurs, les deuils, l'estime de soi, le regard sur soi, l'amour de soi, et les liens passés avec ce qui s'est passé aussi parfois avec la famille, et bien vous restez avec ces frustrations. Et on a du mal à avancer dans la perte de poids. Je ne vous parle pas des personnes qui veulent perdre 3, 4, 5 kilos avant l'été, rentrer dans le maillot de bain, etc. Vont aller dans des facilités, des régimes parfois assez stricts, frustrants. Elles reprendront leur poids éventuellement après l'été. Ok, ça c'est une cible de personnes. Je vous parle des personnes qui ont des problèmes de troubles alimentaires depuis longtemps, voire depuis toujours, qui a cette espèce donc d'effet yo-yo. Donc l'avantage de l'hypnose, c'est qu'on va déterminer les causes, on va trouver donc les outils et on va mettre en place, en fonction de chaque personne cas par cas, un protocole adapté en fonction des raisons pour lesquelles réellement la personne stocke du poids, n'arrive pas à prendre de poids ou des problèmes d'addiction au sucre ou de boulimie. Je comble, j'avale ma tristesse, je comble mon ennui. Regardez bien les mots, j'avale la tristesse, je comble mon ennui, je remplis un manque d'amour, un manque de vide, solitude, un manque d'amour de moi-même. Je comble un manque, quoi qu'il en soit. Voilà donc par rapport aux troubles du comportement alimentaire. Et je voudrais arriver donc sur un exemple concret qui va être assez parlant pour vous. J'ai rencontré une personne il y a peu de temps, personne d'un certain âge, un monsieur, que je continue d'ailleurs de voir en séance régulière. Cette personne est arrivée à 117 kilos. D'une corpulence, on va dire, classique, enfin, d'une taille, on va dire, lambda, classique. Et cette personne, donc ça fait 3 ans qu'elle a pris 30 kilos. Voilà, au fur et à mesure. Cette personne donc m'a contactée donc pour la perte de poids parce que supporte plus le regard, supporte plus de voir donc son image se dégrader. Donc ce qui est très intéressant, c'est que là-haut, donc au niveau de l'inconscient, il y a déjà une prise de décision parce que c'est un instinct de survie. Je prends contact parce que j'ai envie de m'en sortir. Et à partir du moment où vous avez envie de vous en sortir, c'est que vous êtes en vie. D'accord ? Donc à partir du moment où vous êtes en vie et que vous avez décidé donc de vous en sortir, il y a des mécanismes inconscients qui se mettent en place. Entre autres, vous m'appelez. Et en discutant donc avec cette personne, je me suis rendu compte, nous nous sommes rendus compte, puisque c'est un travail, c'est une alliance thérapeutique, nous nous sommes rendus compte que cette personne avait perdu sa compagne depuis 3 ans. Et cette personne s'est mise
Fatalitas a pleuré, chargé émotionnellement de ce deuil, de cette tristesse. Et en discutant avec lui, eh bien en fait, le deuil n'était pas fait. Il y avait sentiment de solitude, isolement, sentiment de culpabilité, une croyance, parce que vous avez plein de croyances autour de cela qui se mettent en place, une croyance erronée, mais à ce moment-là, c'est sa croyance, que de toute façon, il n'a plus le droit d'être heureux. Et une croyance accentuée sur l'idée que de toute façon, il ne pourra plus jamais être heureux comme ça parce que c'était le grand amour de sa vie. Donc quand c'est comme ça, est-ce que vous pensez sincèrement que l'esprit et le corps s'allient, créent une alliance pour pouvoir perdre du poids? Non, parce que quand on perd du poids, il faut décider, il faut être bien. Et il faut d'abord aller traiter donc l'émotionnel. Il avait déjà besoin de parler, de discuter, d'exprimer son chagrin, d'exprimer sa tristesse, son sentiment d'injustice. Et puis le regard qu'il avait également sur lui-même quand il se voyait grossir parce qu'il ne savait pas se faire à manger. Il avait beaucoup de mal, c'est sa femme qui prenait tout en charge. Lui, il avait beaucoup de mal, c'est même comme il me disait, je ne sais même pas me faire cuire un œuf sur le plat, donc facilité, je mange des sandwichs, du pain, des cacahuètes, des chips le soir, des plats préparés surgelés et une sédentarité puisque isolée de l'extérieur. Donc le travail que nous avons fait déjà, si on va déverrouiller, voilà, on ouvre les vannes, on va traiter la tristesse, baisser le seuil émotionnel et revoir en effet quelles sont ces ressources positives qu'il a à l'intérieur, lui ramener du bonheur dans son cœur, dans son corps, dans son esprit. La deuxième des choses, c'est la colère. On traite tout ce qui est sentiment, en effet, de culpabilité, d'injustice. On travaille quoi? Les peurs, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas avoir cette capacité d'aimer, peur de ne plus, j'irai pouvoir accéder au bonheur. Et les croyances limitantes. Les croyances limitantes qu'on se crée soi-même, cette espèce de bulle de protection. Je crois que je ne suis pas heureux, donc je me mets dans cette bulle de protection. Mais cette bulle de protection, c'est quoi? Cette bulle de protection, elle est ici en haut. Elle est siégée donc au niveau de l'esprit, mais elle est siégée au niveau de quoi d'autre? Elle est siégée au niveau de l'abdomen. Je me bloque, je crée un rempart. Personne, en fait, peut rentrer donc dans ma bulle, dans mon gras, dans ma bulle, dans mes rondeurs. Je me protège. Ok, donc ça, il y a la première fois, c'est déjà donc l'acceptation. J'accepte l'état émotionnel dans lequel je suis. J'accepte les raisons pour lesquelles, en effet, je me suis créé donc cette protection. Je regarde en effet comment je m'alimente, quelles sont mes habitudes alimentaires, bonnes ou mauvaises, peu importe, on va les retirer le bon. Et on va aller travailler les seuils émotionnels. Et à partir du moment où on travaille donc les seuils émotionnels, vous devenez libre. Là-haut, les bouchons qui éclatent, c'est le cas de le dire. Voilà. On libère, on pleure, on se soulage, on se pardonne et on s'ouvre au possible. Et surtout, on s'ouvre au possible et à la paisibilité, à faire rentrer un peu plus d'amour dans son cœur, être bienveillant, avoir un regard bienveillant sur soi. Et avoir un regard bienveillant sur soi, c'est veiller bien sur soi, sur son corps et son esprit. Et là, à ce moment-là, on peut commencer à faire un travail de troubles alimentaires, de comportement alimentaire, perte de poids, en identifiant et en mettant carte sur table comment la personne se nourrit, qu'est-ce qu'elle est capable de mettre en place, quel est son objectif de perte de poids. Je vous parlais justement en début de séance, le fait qu'il fallait être ambitieux, mais il fallait être objectif et réaliste. Si vous avez 30 kilos à perdre, vous pensez bien que vous n'allez pas perdre 30 kilos sans être frustré du jour au lendemain, sur un mois, à moins de faire un régime complètement draconien. Vous savez ce que ça mène en termes donc de résultats. Vous êtes frustré, il y a l'effet rebond après. L'idée étant de perdre du poids progressivement, d'allier le corps et l'esprit
de faire une réadaptation donc alimentaire, adopter de nouveaux comportements, de nouveaux mécanismes, de nouveaux apprentissages que je vais vous aider, moi, à travers donc les séances d'hypnose à intégrer par des suggestions hypnotiques, positives, constructives, adaptées et efficaces par rapport à votre cas, que vous allez mettre en place, que vous allez faire évoluer avec le temps. Et l'avantage, c'est qu'à partir du moment où vous avez intégré ces suggestions-là, c'est la plus grosse machine, la plus grosse puissance, c'est le cerveau, vous le savez. D'accord? C'est ancré, c'est intégré et ça reste. Objectif de départ, quel est votre poids de forme, pas votre poids idéal, votre poids dans lequel vous vous sentez bien, votre poids de forme, pas votre poids, vous avez 70 ans, vous voulez avoir votre poids d'il y a 20 ans. Soyez réaliste, s'il vous plaît. Votre poids de forme, le temps à partie pour atteindre votre objectif, de façon à ce que votre objectif soit réalisable, progressif, donc satisfaisant, donc motivant, on continue donc dans l'action, on arrive au résultat, on est satisfait et après, nous stabilisons. Voilà ce que je pouvais vous dire donc par rapport à des exemples concrets sur les seuils émotionnels, sur les troubles alimentaires, sur la perte de poids. Oui, vous perdez du poids concrètement avec l'hypnose, mais le travail n'a rien à voir avec, on ne parle pas de régime, on ne parle pas de frustration, on parle de modification donc des comportements alimentaires et également travailler les seuils émotionnels de façon à ce que vous puissiez ancrer, valider votre décision ici, dans l'esprit, dans le cœur, dans le ventre, pour pouvoir mettre en place les protocoles adaptés, efficaces, utiles et surtout durables. Je pourrais vous parler donc de troubles du comportement alimentaire encore pendant des heures et des heures. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous donner à chaque fois, lors donc de ces tutos, des exemples concrets dans lesquels certaines forcément donc s'identifieront à un moment donné. Voilà donc pour le trouble du comportement alimentaire. Voilà concernant les petits exemples concrets que j'ai pu vous transmettre par rapport à une étude de cas concret d'un patient. Mais également un petit exercice que vous allez faire. Parce que c'est le moment. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé. En tout cas, vous avez donc décidé au moins de faire le premier pas et d'essayer de peut-être donc de comprendre. Je vous invite à faire ce petit exercice, de prendre une feuille blanche et de faire le point, ou faire le vide avec vous-même. Vous prenez rendez-vous avec vous-même. Déjà, vous regardez votre poids, vous regardez votre taille. Quel est l'objectif de perte de poids que vous aimeriez atteindre? Et à quelle période, sur quelle durée? Comment vous vous alimentez dans la semaine? Matin, midi, soir? Essayez d'être le plus honnête envers vous-même. Quels sont les aliments que vous aimez? Quels sont les aliments que vous détestez? Au niveau donc des émotions, à quel moment vous mangez? Est-ce que vous mangez parce que vous avez faim? Parce que la faim, juste un petit exercice. La faim, elle se manifeste par le ventre. J'ai faim dans le ventre. J'ai envie, c'est par la bouche, c'est oral. Vous savez, comme un enfant qui prend son biberon ou sa tétine, tout vient de là. Je me récompense, j'ai faim, j'ai envie. Ça vient donc au niveau de la bouche, je salive. Donc, faites un petit exercice pendant une semaine, vous prenez votre petit carnet de bord et vous voyez, en effet, votre poids de forme, depuis combien de temps vous avez ces problèmes de poids, à quel moment, quand est-ce que vous avez réussi à mettre en place un protocole de régime, qu'est-ce que c'était, quels ont été les résultats, pourquoi vous avez rechuté, comment ça se passait, on va aller un petit peu plus loin dans le passé, lorsque vous étiez à table avec vos parents,
Quelle relation vous avez avec la nourriture? Est-ce que vous étiez plutôt goulu? Est-ce que vous étiez plutôt, vous boudiez donc devant l'assiette? Est-ce que vous avez éventuellement des parents qui vous disent si tu termines pas l'assiette, eh bien tu seras puni ou tu n'auras pas de dessert, tu quitteras pas la table tant que tu n'as pas mangé, mange des légumes, ou des choses qui sont aussi très simples que j'entends également souvent, c'est vaut mieux faire envie que pitié. Regarde, tu vas être tout maigre, tu vas pas grandir, tu n'auras jamais de force. Dans la famille, on mange, dans la famille, on est en embonpoint. Si tu manges, tu seras un homme. Si tu manges pas, bah, tu pourras pas avoir d'enfant. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Ça peut être intéressant parce que nous sommes ni plus ni moins que des ex-enfants. Donc, il y a toujours un petit enfant intérieur à l'intérieur de nous-mêmes qui se rappelle et qui se remémore, même de façon inconsciente, ce que notre petite disquette, notre petite éponge dans le cerveau a enregistré comme information quand nous étions enfants. Même si ça vous paraît complètement insignifiant, et bien ça ne l'est pas tant que ça. Parce que la façon dont on va s'alimenter plus tard, la relation qu'on a avec la nourriture, aura une incidence forcément sur notre poids. Prochainement, je ferai une séance d'hypnose générale sur la perte de poids. Je vous invite, comme j'aime, vous savez, le pouce comme j'aime, à mettre vos avis ou vos commentaires et à continuer donc de me suivre sur justement les troubles du comportement alimentaire, perte de poids, voire prise de poids, et des petites études de cas, des petits exercices, mais également donc des micro-séances d'hypnose que je vous conseillerais de faire. Voilà pour aujourd'hui, je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt pour une séance d'hypnose sur la perte de poids et le trouble du comportement alimentaire, avec d'autres petits exercices, d'autres petites suggestions, d'autres petits exemples. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. C'était Corinne Coppola, Hypnose Bar Saint-Tropez, bientôt sur Monaco. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.